bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous quotidien avec les arts et les spectacles. Dans ce journal, nous recevons l'auteur et dramaturge israélien Joshua Sobol. On lui doit de nombreuses pièces de théâtre, parmi lesquelles Le Ghetto, L'âme d'un juif et surtout Le syndrome de Jérusalem. Dans son œuvre, Joshua Sobol ne cesse d'interroger, de mettre en perspective l'identité israélienne avec l'essence du judaïsme, homme de combat, d'engagement. Joshua Sobol est là pour nous parler de lui et de ses pièces de théâtre. Au sommaire également, un reportage du côté du Festival de jazz de Vienne avec le portrait de celui qui a façonné la musique noire américaine, Quincy Jones. Après avoir lancé entre autres Frank Sinatra ou Ray Charles, Quincy Jones parraine 4 nouveaux jeunes talents. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. Avec nous donc Joshua Sobol. Bonjour, merci d'être là. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors vous êtes l'un des plus grands dramaturges israéliens. Vous êtes auteur de nombreuses pièces de théâtre. Vous venez... Oui, une soixantaine, 70. Cinquantaine. On a vu 70 pièces. Certaines qui sont traduites en français. Vous venez d'une famille de juifs qui a fui les pogroms. Et on peut dire en regardant donc l'ensemble de votre œuvre que vous ne cessez d'interroger l'identité israélienne, l'identité juive et la place des juifs aux côtés de ses voisins, quels qu'ils soient. Joshua, merci d'être là. Je voudrais avoir d'abord votre réaction face à la situation que traverse votre pays en ce moment. Oui, je crois que la situation que nous vivons en ce moment, elle est une conséquence d'une politique qui a amené à ce point, à cette explosion que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire il y avait une politique de... c'est-à-dire on n'a pas cherché vraiment d'établir ou de trouver une solution de paix pour les conflits. Et on a, à mon avis, c'est mon avis à moi, qu'on a perdu le temps durant cette dernière année vraiment à n'approcher même pas les vrais problèmes du conflit. Et donc, s'il n'y a pas de solution, il y a une explosion, il y a une conflagration, et c'est ce qu'on voit maintenant sur nos rues. Joshua, en 86, vous avez écrit une pièce, Le syndrome de Jérusalem, qui a été montrée au public israélien pendant la première intifada. Et le public a critiqué la façon dont vous avez eu de dénoncer l'armée, de dénoncer l'establishment israélien. Ça vous a valu une démission. Enfin, vous avez donné votre démission de directeur du théâtre de Haïfa. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas tout à fait dénoncé l'armée israélienne. La pièce, elle traitait de la révolte juive contre les Romains au temps du Deuxième Temple. Mais vu... Ça était mal pris. Oui, elle était mal prise, ou bien trop bien prise, je ne sais pas. Alors, ce que je veux dire, non, mais ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans une situation pareille, est-ce que la culture pourrait également, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez écrire une pièce d'un autre genre, mais sur ce type de sujet? Oui, la pièce que j'écris maintenant, je crois, elle traite de ces problèmes, mais d'une manière un peu éloignée. La pièce dont je fais maintenant les toutes dernières esquisses, où j'écris les toutes dernières scènes, elle traite du radeau de la Méduse. Alors, le radeau de la Méduse, vous savez, c'était une histoire vraie du 19e siècle avec un groupe de survivants qui se trouvaient sur un radeau dans l'océan. De 150 gens qui se trouvaient originellement sur ces radeaux, il en survivaient seulement 14 ou 15 à la fin des 14 jours sur la mer. Et alors, ce radeau, pour moi, c'est presque une situation symbolique de la situation israélo-palestinienne d'aujourd'hui. Je voudrais, dans une situation de crise comme aujourd'hui, quelles sont les limites morales d'un homme de culture? Je crois que nous sommes appelés, je crois, appelés à la modération maintenant. C'est notre tâche d'appeler à la modération parmi les Juifs et les Palestiniens, parce qu'autrement, je crois que cette conflagration, elle risque de devenir une guerre civile. Une guerre civile qui commence un petit peu, et c'est le moment de calmer les esprits, de dire que ce qui a amené à cette explosion, c'est la faute des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de responsabilité de la politique israélienne.
il y a une partie de responsabilité aussi de la politique palestinienne, je crois. Et à mon avis, nous, puisque nous sommes les plus forts, c'est notre tâche de prendre la responsabilité pour amener ces conflits à une solution pacifique. Et je crois que c'est le rôle des intellectuels, des artistes, des gens de culture, de propager cette idée et cet esprit. Je vous propose, Joshua, de regarder l'agenda des expositions, c'est ce qu'on appelle les highlights. On va reprendre cette discussion juste après. Le photographe britannique Terry O'Neill dévoile ses clichés de stars légendaires jusqu'alors inconnus du grand public. Sur les murs du Morrison Hotel Gallery de New York, on y découvre les visages encore méconnus des Beatles, des Rolling Stones, mais aussi de Nelson Mandela. Le Britannique tire son originalité par ses clichés instantanés. Ce vétéran a su privilégier le film au numérique, donnant ainsi l'occasion de se remémorer les grands visages de ces 75 dernières années jusqu'au 10 juillet. Il y a 100 ans, l'archiduc François Ferdinand était assassiné. La Première Guerre mondiale avait explosé. Pour l'occasion, la Galerie du Jour à Paris présente De Sarajevo à Sarajevo une exposition temporaire des œuvres d'artistes contemporains de Bosnie-Herzégovine, inspirées du célèbre attentat des Balkans. L'occasion pour les amateurs d'art et d'histoire de remonter le temps. Un voyage proposé au public jusqu'au 26 juillet. Lié Delcourt marie le design et le textile cet été en Israël. Le musée du design de Holon accueille 70 designers contemporains autour de l'exposition Gathering from Domestic Craft to Contemporary Process. Les nouvelles technologies se mêlent à l'artisanat traditionnel, donnant vie à des techniques de couture revisitées. Lié Delcourt offre un nouveau regard sur le design, celui d'une création mais aussi d'une théorie. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour la découvrir. Et nous reprenons la discussion avec vous, Joshua Sobol, dramaturge israélien. Vos pièces sont traduites, certaines de vos pièces sont traduites en français aux éditions Les Provinciales. On y trouve notamment l'histoire du village, l'histoire d'un jeune garçon qui vit sous mandat britannique en Palestine avant la création de l'État d'Israël et juste après la guerre. Et c'est une pièce que vous avez écrite qui parle de crainte, d'espoir. Est-ce qu'on peut dire qu'après toutes ces années, rien n'a changé ? Non, ça serait... je crois que beaucoup de choses ont changé. Je peux vous donner un exemple. En 1985, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Palestinienne. Et à l'époque, on a joué cette pièce à Haïfa, au théâtre municipal de Haïfa. Il y avait des spectateurs qui disaient « Nous n'entrons pas dans ce théâtre tant que les mots palestiniens soient affichés sur les affiches du théâtre. » J'ai invité ces gens-là pour leur dire venez voir la pièce et après, si vous voulez, on vous rend le prix de votre ticket. Et alors, à 85, c'était presque un tabou de prononcer les mots palestiniens ou de les mettre sur une affiche officielle d'un théâtre. Et quelque chose a changé depuis 85, c'est-à-dire... Et je crois que ma pièce et d'autres, des articles dans les journaux, d'autres œuvres, oui, ont amené à beaucoup plus de tolérance vis-à-vis du fait qu'il faut reconnaître l'existence des Palestiniennes. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les mots qui n'est plus tabou, mais notre Premier ministre, il parle avec le Premier ministre palestinien, ils cherchent ensemble une entente, etc. Alors, quelque chose a quand même changé. Et je crois que cette conflagration que nous voyons maintenant, elle tient de ce qu'on approche le moment de vérité, un moment de non-retour. On approche un moment où soit on arrive à conclure une paix durable et juste entre les deux communautés, soit on va vers une guerre civile, une guerre très atroce. Alors, je crois que c'est parce qu'on approche ce moment, c'est toujours qu'on approche un moment crucial. Alors là, bien sûr que les tensions vont en augmentant vers ces points. Et c'est ce qui nous arrive maintenant, à mon avis. Joshua, je voudrais savoir quelles sont les limites morales des gens de culture ici en Israël, alors que le pays souffre des deux côtés. Le pays et les voisins souffrent
Quelles sont les limites morales à l'écriture, à la dénonciation ou à l'émotion? Je crois que je ne sais pas les limites morales. Qu'est-ce que vous pouvez écrire? Je crois qu'un écrivain doit être très fidèle à à ses émotions, à sa compréhension de la situation, à la vérité. Et bien que ce mot est un peu démodé, mais quand même. Alors je crois qu'il y a une vérité et cette vérité, elle doit guider l'artiste. Vis-à-vis de la vérité, je crois que nous ne sommes pas libres. Nous devons prononcer ce que nous éprouvons comme, disons, la vérité de la situation. Et là, il n'y a pas de compromis. Et je ne crois pas qu'il s'agit d'une dénonciation de son pays ou de sa partie. Pas du tout, c'est le contraire. C'est notre devoir, c'est ma devoir à moi de se prononcer sans censure, sans autocensure. Merci beaucoup Joshua d'être venu sur le plateau. Je rappelle vos œuvres, la nouvelle, le silence notamment, qui sont traduites. Vous allez faire l'objet d'une rétrospective vers Holon, c'est au nord de Tel Aviv, avec votre fils sur scène. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est l'été, ne bougez pas, restez là. C'est l'été de l'insouciance et des vacances dans le reste du monde. Et c'est la saison des concerts en plein air. Alors on va partir maintenant à Vienne, au festival de jazz, qui reçoit entre autres le grand Quincy Jones, un producteur américain. Il a lancé les plus grandes stars de la musique et à 81 ans, il ne lâche pas l'affaire. Il a présenté à Vienne 4 nouveaux poulains. Le récit, Joseph Fima. Je peux chanter en français mieux que je peux parler en français. Alors, je vais chanter une chanson en français pour vous. Son sourire a peut-être influencé le mythique Quincy Jones, mais c'est surtout la voix de Nikki Janowski qui l'a séduit. À seulement 20 ans, la Canadienne vient déjà de sortir son deuxième album, et cette fois sur le label du légendaire producteur américain. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon. Avec 27 Grammy Awards à son actif, Quincy Jones n'a plus rien à prouver à quiconque. Merci. Mais à 81 ans, le trompettiste fait toujours partie du jeu musical. Il vient de produire ses 4 artistes, sa New Generation. Après Frank Sinatra, Ray Charles et bien sûr Michael Jackson, Q, son surnom, continue de chercher la perle rare. Ces gamins vont vous rappeler ce que c'est la bonne musique. Et ils ne plaisantent pas, vous savez. Personnellement, je pense qu'ils sont les meilleurs musiciens de la planète. Chacun d'entre eux est le meilleur. Non-voyant, Justin Coughlin est un virtuose du piano. Dès 6 ans, il joue ses premiers concerts. Depuis leur rencontre au Festival de Montreux, Quincy Jones ne cesse de lui transmettre sa connaissance du jazz, qu'il a lui-même reçu au sein des plus grands big bands de l'histoire. Ses débuts, il les fait en 1946 lorsque la machine à swing Count Basie le prend sous son aile. Quand j'avais à peu près 13 ans, il m'a dit « Jeune pousse, viens dans mon bureau et laisse-moi mettre ton manteau ». C'était de l'argot pour dire « J'ai quelque chose de très important à te dire, une leçon de vie ». Il me répétait ces paroles de sagesse, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Dieu nous avait donné 2 oreilles et une bouche, et que nous devrions donc écouter 2 fois plus que parler. Alfredo Rodriguez fait partie des nouveaux protégés de Quincy. De formation classique, il a étudié Bach, Mozart ou Beethoven au Conservatoire de la Havane. Comme son producteur, il navigue entre les styles, du classique au jazz, en passant par la musique cubaine. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre de lui. Il a beaucoup d'expérience, pas seulement autour de la musique, mais aussi pour chacun des aspects de la vie. Et pour un jeune musicien comme moi, je pense que c'est très important. Dernier talent repéré par la légende, Andreas Baradi. Certains musiciens entendent dans son jeu l'héritage de Django Reinhardt. Même s'il dit aimer le rock et le hip-hop, le jazz reste son genre de prédilection. Pour
Quincy Jones, la musique n'a pas de barrière. Son mentor Duke Ellington l'avait d'ailleurs remercié de n'avoir jamais catégorisé la musique américaine. Avec ses nouveaux poulains, il continue de porter cet héritage. Pour lui, il y a seulement de la bonne ou de la mauvaise musique. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est votre rendez-vous avec l'info sur i24 News. Merci.